Mesdames, messieurs, bonjour, Quay. Alors, nous allons faire une rencontre incroyable. Un invité qui aujourd'hui, oui, il se hisse parmi les personnalités de la capitale nationale. Il est président du conseil de la FTQ Québec Chaudière-Appalaches. C'est un honneur qu'il nous reçoive dans sa belle région de Québec. Et surtout, écoutez, on est au stade Canac. Messieurs, dames, nous avons le plaisir d'avoir à Coconut Podcast Danny Harvey. Danny, comment vas-tu? Très bien. Bonjour Alain. Ben merci de nous recevoir. Écoute, on a vraiment là un paysage, un décor incroyable. Et toi, t'es un fan de baseball. On va en parler un peu plus tard, mais t'es un fan de balle molle, de baseball. Peux-tu vite nous dire comment tu vas, puis pourquoi qu'on est ici? Ben, je vais très bien, de un. Puis de deux, c'est d'avoir des activités extérieures, de pouvoir se rencontrer. Avec le confinement, ça fait du bien. Yes. De voir des gens, de faire des activités sportives, de pouvoir se réunir, de discuter, Yes. de pouvoir bouger, puis de faire des travaux d'équipe. C'est ça comme la beauté du sport qui est la beauté du baseball. Puis on dira ce qu'on voudra. On n'a peut-être pas d'équipe à Québec, mais on a une ville de baseball, puis c'est la ville de Québec est vraiment une ville de baseball. Bon, on a quand même les capitales de Québec, là. Oui. Quand même. Oui. Mais j'aime bien le parallèle que tu fais, Danny. Le sport, travail d'équipe, mais dans ton milieu professionnel. Mais j'aimerais savoir, on a vécu une crise sanitaire, confinement, déconfinement. Comment que ça s'est orchestré sur le plan personnel et par la suite professionnel, Danny Harvey? Moi, personnellement, je pourrais dire que j'ai vécu la misère. Ce n'est pas le cas. OK. J'ai eu la chance de pouvoir travailler. Moi, je suis dans l'entretien ménager, dans le ménage, qu'on OK. se retrouve à faire de la désinfection. Wow. Moi, j'ai pas eu la chance. Ben oui, je peux dire, j'ai travaillé pendant le COVID. Il y a bien de mes confrères et mes consoeurs de travail qui se sont retrouvés dans une situation d'insécurité, de ne pas avoir d'emploi, de ne pas savoir si le lendemain, il allait rentrer au travail, si le prochain mois, leur entreprise allait fermer. Ouais. Moi, je ne suis pas dans cette catégorie-là. Et moi, j'ai une grande solidarité avec mes confrères, mes consoeurs qui ont vécu cette situation-là. D'autant plus que concernant le confinement, c'est certain que c'est une insécurité complète et totale. Ça, c'est pour tout le monde sans exception, que ce soit des travailleurs d'usine, des travailleurs de bureau, que ce soit aussi des profs dans les écoles. Moi, je pense à mes confrères aussi, je parle de la Ville de Québec, qui ont fait un travail exemplaire. Ce qui est important de savoir, avec le COVID, c'est certain qu'on se retrouve dans l'insécurité. On appelle ça, dans certains cas, un ennemi invisible. On ne sait pas qu'est-ce qu'on a, puis on a été quand même assez rigoureux. On a été disciplinés, puis c'est tough. Rester quelques mois à la maison, c'est beau les appels conférences, les appels par Skype, puis différents moyens techniques, mais d'être capable de se voir dans le blanc des yeux, de pouvoir se rencontrer, de se faire un sourire, ça, c'est important. Puis c'est pour ça qu'être en plein air, c'est le fun, d'être plus à l'intérieur. Ouais, ben on est choyés aujourd'hui, on a une belle journée dans la région de la capitale nationale. Danny Harvey, on va apprendre à te connaître. Avant même de parler de tes fonctions, parce qu'aujourd'hui, écoute, on te voit faire de grandes conférences lors de grandes assemblées et autres. Toi, t'es un gars qui est né, on revient de ta belle région d'autant plus, on peut dire que t'es un vrai bleuet. Est-ce qu'on pourrait dire ça? Tu viens du lac Saint-Jean, Alma. Est-ce que tu es un vrai bleuet ou tu es converti en voilier puisqu'il se retrouve sous le drapeau de la ville de Québec? Ça là? dépend. Je crois pas être je ne crois pas être un voilier parce que, je ferais attention à aller sur la mer parce que je suis un piètre nageur. OK. Ça, c'est de un. Et de deux, oui, je suis un Almatois pur laine, fier de ma région. C'est sûr que quand on fait le calcul d'une vie, des fois, j'ai passé plus de temps de ma vie à Québec qu'au lac Saint-Jean. Alors, je peux dire, moi, j'appelle ça, je suis un citoyen d'adoption de Québec, mais j'adore la ville de Québec. C'est une ville magnifique, c'est une région complètement magnifique, qui a différentes activités. Puis c'est un compromis entre la grande ville aussi. J'ai été quelque temps à Montréal. OK. Puis c'est un compromis entre, on dira pas un village, on n'est pas un village. C'est quand même gros, puis il y a des activités, que ce soit culturelles et sociales et syndicales, ça bouge beaucoup dans la région de Québec. On a le Parlement ici. Ben oui. Alors, le il s'en centre passe des activités. décisionnel, oui. Absolument.
Puis moi, là-dessus, c'est sûr que, comme je viens du Lac-Saint-Jean, je suis un bleuet purline. OK. Ça veut dire que j'adore le raid de champagne, j'aime ça aller manger, les Ben oui, bleuets. c'est le raid de champagne, on a découvert, c'est une boisson gazeuse, mais très fine, là, tu sais, ça n'a rien à voir avec... Très fine. Moi, moi? j'irais peut-être d'un commentaire un peu raide là-dessus, mais je te disais, bois-le rapidement avant qu'elle vire flat. Il y a ça. Ah, OK, excellent. Ce qui est important, quand on parle du confinement, il n'y a pas plus tard qu'hier, j'étais avec des amis, puis j'ai dit, crime, j'aurais jamais cru que la période des bleuets est sur le point de finir. Connais-tu le chocolat des pères trappistes? Absolument, mais c'est pas rien que ça. C'est que les bleuets est en train de finir, puis on est en pleine série, série de hockey, puis le baseball vient de commencer. Là, On il y est a quelque rendu... chose qui fonctionnait pas, là. Ben, c'est pas ça. C'est qu'on dit qu'on a perdu des repères. Depuis le mois de mars, février, on a complètement perdu nos repères. Ce qui était nos habitudes entre telle date et telle date ont complètement changé. Alors, puis ça, c'est une réalité qu'on a aussi. Puis en tant qu'officier syndical, puis même pas rien qu'en tant qu'officier syndical, en tant qu'individu, puis en tant que citoyen, c'est pas évident. Puis ça, moi, je suis bien fier du monde dans la région de Québec qu'on a été discipliné là-dessus. Excellent. Ben, écoute, Danny Harvey, t'es né à Alma. T'es un Almatois, on apprend ça. Donc, un Janois également. Tu viens du Lac-Saint-Jean. T'arrives à Québec, je pense bien, pour tes études universitaires? Oui, absolument. Donc, toi, tu vas fréquenter l'Université Laval et tu vas y obtenir un baccalauréat en sciences politiques. Alors là, toi, tu as traîné au Deconin, comme tous ceux qui ont étudié en sciences politiques. À l'Université Laval, vous avez un café très connu qui a traversé les décennies en sciences politiques, le Café chez Paul. Un souvenir du Café chez Paul, Danny Harvey, si tu y allais de temps en temps? Ben oui, j'en ai été gérant quand j'ai été ma première session à l'université. Je suis devenu gérant avant même de rentrer pratiquement. C'est ça, à l'université, je rentrais. Puis ce qui était le plus drôle, il y a à peu près 3 ans, j'ai passé au Café chez Paul et je montrais des collants. Je disais, c'est moi qui l'ai fait avec un collègue. Puis tu sais, c'était concernant, moi, quand j'étais étudiant, on s'était battu beaucoup. On avait mis sur pied concernant le monopole de Sodexo. C'était pour avoir... Sodexo Alliance à l'époque? Oui, absolument. Puis là-dedans, c'était pour une accessibilité, c'est d'avoir une place pour avoir des cafés étudiants. Parce que l'université avait une entente qui coupait toute initiative qu'on pouvait avoir. Puis, tu sais, c'était fort simple. Anthropos Café, il y avait le café de droit aussi. Oui, absolument. C'était Paris Céteris Bouffe. C'est ça, c'est le café d'économie. Là, le blanc, le café de droit, ça fait des années. Là, j'ai un blanc de mémoire. Puis ça, c'est quand même assez intéressant parce que c'est une place de rassemblement qu'on peut avoir des discussions. Puis, quand on dit qu'est-ce qui est important, c'est des discussions, peu importe l'orientation, peu importe que ce soit politique ou social, on pouvait discuter. Puis moi, c'est ça que j'apprécie de la région de Québec. Aussi, je parle au sein de la FTQ, c'est qu'on a un dialogue. C'est que peu importe les allégeances, peu importe les provenances, quand on se dit que oui, j'ai une profession d'universitaire, une profession, on me dit des connaissances universitaires. Puis moi, la beauté là-dedans, c'est de se retrouver dans différents gens. T'sais, on se retrouvait avec des gens, on parle du Café chez Paul, on pouvait se retrouver avec des gens qui étaient des étudiants en droit, des gens en sciences sociales, sciences politiques, criminologie, puis ça, c'est intéressant, des gens en médecine. Puis toutes ces réalités-là, c'est de l'interaction, puis c'est ça qu'on a besoin aussi, c'est le vivre ensemble. Puis ça, c'est fondamental. Excellent. Puis, Danny Harvey, tu vas même obtenir un certificat en relations industrielles. Alors là, maintenant, on sent déjà... tu as été un militant dans tes années étudiantes, d'après nos recherchistes, et également, tu viens à obtenir un diplôme en relations industrielles. Est-ce que tu voyais déjà poindre à l'horizon que tu allais travailler dans le milieu syndical? Parce que pour ceux qui ne le savent pas, tu vas nous l'expliquer, qu'est-ce que ça fait la FTQ, mais c'est un syndicat. Alors, moi, la première question, en faisant ton certificat en RI, qu'on dit, est-ce que tu voyais poindre à l'horizon cette possibilité de travailler dans le milieu syndical? Et par la suite, pour ceux qui ne le savent, qui ne le sauraient pas, qu'est-ce qu'un syndicat, Danny Harvey? Bien, la première l'affaire avec ma scolarité, je me suis tout le temps intéressé à la connaissance, peu importe, puis intéressé dans les luttes sociales, puis dans les luttes des travailleurs et travailleuses. C'est tout le temps été de mes champs d'intérêt, même depuis que je suis tout jeune. Puis nécessairement, en venant au Lac-Saint-Jean, on a une culture sociale. Puis c'est pas, quand on dit sociale, c'est qu'il y a des interactions humaines, d'actions collectives. Un syndicat, c'est avant tout de l'action collective. C'est des gens qui disent qu'on va avoir un objectif, on va se réunir pour avoir un objectif commun. Que ce soit améliorer notre qualité de vie, que
Que ce soit que, quand on dit une qualité de vie, que ce soit autant santé et sécurité, ou ça peut être aussi autant salarial. Ça, c'est des réalités. Et quand on parle de qualité de vie, que ce soit des fois l'accès à partir du moment que tu as un plus haut revenu, l'accès à l'habitation, tous ces trucs-là, c'est des réalités. Moi, là-dessus, à l'école, que ce soit que le parcours, un certain prof d'université qui m'avait dit, Carole Levasseur, avait dit que j'allais me retrouver un jour... Feu Carole Levasseur, oui. Décédé en 2002, de mémoire, m'avait dit un jour que j'allais me retrouver président. Il ne l'avait pas dit à moi, mais à ma copine de l'époque, que j'allais me retrouver président de syndicat. Wow! Peut-être. Peut-être. Mais à l'époque, j'avais pas... C'est pas cette prétention-là. Moi, à l'université, ce qui s'était passé, j'avais fait un stage dans une autre centrale syndicale. C'est tout le temps été le volet social qui m'a intéressé. Dire que j'étais en formation en sciences politiques, c'était pas assurément la politique partisane. Parce que moi, le but, c'est on peut être politisé sans faire de la politique partisane. Oui. Moi, le but, c'est d'améliorer la qualité de vie de notre monde. Le seul moment que je crois, c'est collectivement en faisant des efforts, qu'en se mettant en gang. Tu vois des gens en train de se pratiquer, sur un terrain de sport. C'est sur ça. C'est avec la pratique, c'est en se coordonnant. Si tu veux gagner des championnats, tu vas aller chercher des affaires, il faut que tu te coordonnes, il faut que tu te mettes en commun, il faut que tu te mettes ensemble. C'est pas toujours évident, parce que des fois, c'est des sacrifices. Les joueurs qui sont ici, ça leur tente pas assurément de pratiquer. Mais c'est un sacrifice si tu vas avoir un résultat. Puis l'action syndicale, c'est pas toujours évident, parce que des fois, c'est difficile. Moi, à l'université, on avait rentré, puis un de mes faits d'armes, c'est qu'on avait syndiqué les auxiliaires de recherche. À l'université, on parle de 3000 membres. Oui. Ça a brassé beaucoup. Au final, c'était avec l'Alliance de la fonction publique. On a des fers de lance. À l'époque, je préférais plus être dans l'ombre qu'avoir le spotlight. J'ai toujours préféré être le vice-président, le numéro 2 que le numéro 1. Ben, hormis quand tu étais gérant du café chez Paul ou de Coninck, là, t'étais dans le spotlight. Peut-être. C'est pas le même spotlight. Peut-être, mais peut-être je le voyais différemment. Mais ce qui est important, c'est que quand on avait syndiqué, qu'on avait organisé les gens, moi, j'étais fini, c'était les auxiliaires de recherche. Les étudiantes, travailleurs avaient ces 2 $, 3 $ de moins l'été, sous prétexte que c'était l'été. Puis l'argumentaire était de l'université. Bien, pourquoi vous avez ça? Pourquoi vous faites ça? Bien, parce qu'on vous donne plus d'heures. Mais sacrifice. Quand tu travailles l'été, c'est justement pour avoir moins de charges pendant l'automne. Moi, par la suite, après ça, moi, ce qui était mon fer de lance, j'ai été impliqué un peu syndicalement. Mais c'est pas évident. J'ai été comme un staff, qu'on peut dire. Okay. C'est tough. C'est un milieu qui est difficile parce qu'on se retrouve... Puis quand c'est difficile, moi, je suis impressionné par le monde du milieu syndical. Puis c'est pas rien que les staffs aussi, c'est les délégués, les élus qui vont se retrouver quotidiennement dans la mêlée. Oui. Moi, je me suis retrouvé à organiser mon milieu de travail dans l'entretien, puisque j'ai commencé à travailler. Et c'est un bac en sciences politiques. Les gens vont pas tout le temps vouloir t'avoir dans un job. Oui. Ils vont voir, puis d'autant plus avec le pedigree, je dirais pas un fouteur de troubles. Oui. Bien, c'est ça. Après avoir syndiqué des milieux de travail, moi, j'ai commencé à travailler dans l'entretien ménager. Par la suite, bien, ça a brassé avec l'employeur des problèmes de santé et sécurité. On a monté un syndicat avec l'Union des employés de service. J'en suis devenu le président. Ça ne me tentait pas. Je voulais être le trésorier plus. Mais j'en suis devenu le président. Puis c'est ça, le temps passe vite, hein? Je pense que ça fait quasiment 7 ans. Puis ben c'est ça. On s'est impliqué. Puis à partir du moment qu'on a monté le syndicat, c'était tough. Parce que oui, il y avait des conséquences. L'employeur contre-attaquait. Des fois, ça charnait. J'étais peut-être le travailleur le plus incompétent de l'entreprise, pour certains. C'était pas le cas. C'était pour... mais toutefois, moi, je l'ai été capable de le voir. Puis ça, ces facteurs-là, de pouvoir s'organiser collectivement, le fait d'avoir une voix collective, il y avait des contrats qui étaient très difficiles. Parce que moi, dans l'entretien ménager, on fait du sanitaire. On va nettoyer de la toilette, que ce soit des murs, des bâtiments. Puis moi, le COVID, je l'ai pris d'une manière positive aussi, parce qu'on a mis des travailleurs, à un moment donné, qui étaient essentiels. Puis on regardera ce qui se passait. C'est pas les travailleurs, c'est pas les PDG d'entreprise qui sont venus désinfecter ou autre, là. Ben c'est ça. Puis moi, je pense, autant dans mes confrères, mes consoeurs, qui ont fait des travails absolument phénoménaux, que ce soit dans les hôpitaux. Puis je pense aussi aux préposés aux bénéficiaires. C'est difficile, à un moment donné, parce que tu dis, on peut pas avoir de congé. Ben oui, mais c'est de l'humain. Donc là, la FTQ représente davantage, tu me corriges, l'école bleue.
Différents secteurs. Différents secteurs. Ben, Tu parler des différents. Tu as parlé des préposés aux bénéficiaires, entre autres. Tu me parlais un peu des différents corps de métier que vous représentez, là. Ce qui est la beauté de la FTQ, majoritairement, c'est secteur privé. T'sais, majoritairement, les travailleurs du privé, que tu vas regarder des travailleurs, des fois, mettons que les syndicats des métallos, des mines, on parle du syndicat de Vachon, les petits gâteaux, les gâteaux Vachon, à Sainte-Marie, qui sont syndiqués avec la FTQ. On parle, mettons, le syndicat des postes. C'est différent. Tu vas te retrouver avec des facteurs. De deux, aussi de la fonction publique. Tu as différents qui sont en négociation actuellement, qu'il y en a une partie qui est syndiquée avec la FTQ, mais avec différents affiliés. Parce qu'il ne faut jamais oublier qu'il y a différents affiliés. Quand on parle des affiliés, ça veut dire que c'est ça le syndicat. Tu vas avoir les métallos qui vont être plus dans les usines, SFP. L'Alliance de la fonction publique, qui est le syndicat qu'on a créé, des auxiliaires de recherche. C'est ça. Puis tu avais la fonction fédérale. Oui. Un facteur, la fonction fédérale, la FTQ Construction, tu mélanges tout ça. C'est un mix assez disparate, mais qui est complètement magnifique. Parce qu'à partir du moment qu'on se réunit, qu'on discute, puis c'est important de le faire. Parce qu'actuellement, on est une ère de la polarisation, de crier, d'affirmer. Il faut aussi dialoguer et être capable d'avoir un processus de dialogue. Puis moi, avec le COVID, on en parlait. Moi, juste par exemple, on parlait des préposés aux bénéficiaires qui sont avec le 298, le SQUEST. Actuellement, il y a un conflit de travail avec Chartwell. Ils ne sont même pas à 15$ de l'heure. Wow! Quand même, oui. C'est des réalités, à un moment donné, que s'ils ont des vies, ils ne peuvent pas avoir de congé, puis sans compter de la situation. On n'est pas sur le débat de savoir si le COVID existe ou n'existe pas. Le travail est difficile. Puis c'est pas dire que les gens n'aiment pas leur travail. Mais à un moment donné, il faut que tu aies des conditions minimales de travail. Donc, un 15$, c'est un minimum, on va se le dire. C'est ça. Donc, un syndicat est là pour aller chercher des conditions de travail et s'assurer qu'elles soient respectées dans le milieu en question. Bon, pour ceux qui, faut vulgariser un petit peu. Danny Harvey, c'est quoi le rôle d'un président du conseil de la FTQ Québec Chaudière-Appalaches? Qu'est-ce que ça mange en hiver? Ça coordonne? Ça donne un peu les grandes directions? Ce qu'il faut jamais oublier, la direction que tu vas avoir, que peu importe que tu vas avoir le président qui va être le meilleur orateur, la plus grande gueule que tu peux avoir, c'est ton monde. C'est à partir du moment qu'on parlait des affiliés qui se tiennent. Regarde, je parlais des préposés aux bénéficiaires qui se tenaient. On parlait des cas concrets. Regarde, juste les gens d'épicerie avec le COVID. Ils se sont trouvés, c'est eux, les TUAC, qui ont trouvé des solutions concrètes avec les caissiers et les caissières, d'avoir des panneaux en plexiglas de sécurité. Puis ils ont monté des formations, justement, comment gérer des situations de crise. Puis c'est ça avant tout, un syndicat. On vient de manquer d'avoir une balle. Santé, sécurité, on va avoir des masques, des casques la prochaine fois. Mais, puis là-dessus, le travail, c'est d'être capable de mettre en commun les troupes. Quand je dis les troupes, les différents affiliés, c'est ça. Moi, foncièrement, c'est ça. On dit que c'est une job abstrait. C'est abstrait par bout. Okay. Mais moi, le but là-dedans, c'est d'être capable d'être le porte-parole des différents affiliés, parce que ce qu'il ne faut jamais oublier, un conseil régional, c'est volontaire. Ah! C'est important à savoir, ça. C'est important. Si tu ne veux pas être affilié à ton instance régionale, la FTQ, tu ne l'es pas. Nous autres, ça coûte 35 cents par mois. Foncièrement, puis c'est de l'effort. Moi, ce que j'apprécie énormément de mon monde, quand je dis mon monde, autant mes officiers dans l'exécutif, il y a les militants qui participent dans... C'est l'action. C'est quand je dis l'action, c'est l'activité que tu vas voir, la vie syndicale. La vie syndicale ou la vie sociale, tu vas améliorer ta qualité de vie, c'est de l'effort. Tu as des journées de travail. Moi, en plein COVID, on a fait des exécutifs. C'était pas évident, là. Ça s'orchestrait par Zoom, assurément, par vidéoconférence. Oui, mais fais des chiffres comme préposé aux bénéficiaires. Ça te tente-tu de parler de la condition de travail? Ça peut être difficile après parce que c'est tout le temps du gravy. Regarde, j'ai une consoeur dans mon exécutif qui travaille chez Bell. Elle était considérée comme service essentiel. Pratiquement service. On convient-tu de passer le câble? C'est peut-être pas un essentiel dans cette situation-là. Mais tu sais, c'est de voir. Mais tu sais, toutes ces réalités-là. Puis moi, je suis bien impressionné du monde là-dedans, notamment des membres de la région de Québec qui ont assuré et qui ont fait un travail absolument exemplaire. La FTQ représente les travailleurs au Québec. Où il y en a quelques-uns à travers le Canada, mais c'est plus précisément sur le territoire québécois. Ce qui est important, la FTQ, c'est 600 000 membres. Okay, je pense qu'on est rendu à 600 000. On n'est pas capable de mettre le nom sur tous les visages, là, on va se le dire. On en a à peu près 40 000, puis je ne les connais pas toutes. Il faut se le dire.
La FTQ, c'est comme je dis, c'est un regroupement de différents syndicats, publics, privés, que ce soit dans la construction, c'est différents secteurs. Il y a différents taux de centrales syndicales qui ont des manières différentes. Des fois aussi, à une période donnée, quand tu travailles, il y a la CSN qui va venir te voir, tout dépendamment, ou différents groupes qui vont venir te voir afin de te proposer un peu, nous, c'est comme ça qu'on peut te représenter, puis tu peux gagner tel point avec nous autres. Puis pourquoi il faudrait choisir plus la FTQ que la CSN ou que la FAE, Fédération autonome des enseignants? Je ne sais pas si tu comprends un peu ma question, là. Moi, j'appelle ça le flafla. Non, mais faut dire ce que c'est. Puis sans vouloir être un obsédé du pragmatisme, moi, ce que j'apprécie beaucoup, c'est un objectif, il faut l'atteindre. Oui. Là, on a un objectif, nous autres aussi, c'est concernant l'assurance médicaments. Puis ça, c'est important de le voir. Est-ce que ça brasse beaucoup? Il y a eu des campagnes qui ont été faites, il y a eu des sondages. Mais il y a un régime public? Pas tant. Oui, non, mais il est hybride. Oui, il est hybride. Quand on dit qu'il est hybride, si, mettons que tu travailles, à partir du moment que tu as une entreprise mettons que tu travailles, puis tu as une assurance collective, tu es obligé de prendre l'assurance collective qui est donnée qui est faite avec l'entreprise, même si le secteur public est plus avantageux actuellement. Puis ça, c'est une réalité qui est problématique, parce que si tu as des travailleurs, moindrement, qui ont des ententes, qui ont des assurances, tu es obligé de les prendre. Ça peut être correct, mais nous autres, ce qu'on souhaite, c'est de l'avoir, que ça soit tout public, c'est qu'on dit au complet, que ça soit tout unitaire. Parce qu'un aussi, c'est les coûts. À partir du Pour moment... les différents corps de métier? Mais non, mais à partir du moment, ça dépend de ton milieu de travail. Regarde, juste par exemple, tu n'es pas obligé d'être syndiqué. Costco, ils ont des assurances collectives. À partir du moment que tu as une assurance collective dans ton milieu de travail, tu es obligé de la prendre. Tu n'as pas le choix, même si l'autre est plus avantageux. Tu es obligé. Tu es obligé de la prendre. Puis c'est pas rien que ça. C'est que moi, j'ai des consoeurs à moi qui travaillent dans les commissions scolaires. Oui. Tu fais quoi 15 heures semaine? À un moment donné, tu as besoin c'est des chiffres de 15-20 heures que tu travailles. C'est pas tout le temps le monde qui sont à 40-50 heures, là. Des suppléants, des remplaçants ponctuels. Puis la réalité là-dedans, c'est que qu'est-ce que tu fais? À un moment donné, juste avoir de l'assurance médicaments, là, c'est pas rien que dire avoir une assurance. Oui, tu as aussi des coûts à partir du moment, les coûts de départ, tu vas avoir un 50, un 100, 200 piastres. Puis le problème qu'on a actuellement, des franchises. Ben c'est ça, absolument, les coûts de franchise, que ce soit un 100, 200 piastres. Quand tu as des salariés qui ne gagnent pas 15 piastres de l'heure... Peux-tu se la permettre, la franchise? Ben c'est ça, puis le problème qu'on a actuellement, puis c'est une bataille qu'on mène, c'est pas une bataille sexy, là, mais c'est une bataille qui est légitime. Puis cette bataille-là, on a un appui de la population là-dessus. Puis il faut continuer à marteler. C'est sûr que là, c'est de voir avec le fédéral. Mais quand on parle des coûts de franchise, puis actuellement, le problème qu'il y a, c'est que tu as un choix à faire. Est-ce que je mange ou je me fais soigner? C'est pas cool, là. Pas cool. Parce qu'on est rendu, puis il y a encore des études, ça fait 3-4 ans qu'il était sorti, puis on le levait avec le COVID, le gros stress qu'il y avait, puis l'insécurité. Qu'on vit de paye en paye. Ça m'amène à ma question, Président. Est-ce que les syndicats sont encore d'actualité? On vient de vivre la crise sanitaire. On a vu que ces derniers étaient plus qu'actifs et présents au-devant de la scène, comme tu dis. Ils étaient carrément dans l'arène. Ma question est la suivante, Monsieur le Président. Est-ce que les syndicats sont encore d'actualité? Chris, oui. Excuse-moi d'avoir sacré, mais c'est rien que ça. T'sais. À partir du moment que l'action syndicale, on l'a démontré, comme je disais, les vites avec les gens des TUAC, moi, je pense encore avec aussi, regarde, il n'y a pas plus tard qu'hier, je parlais avec un de mes confrères du syndicat des cols bleus de la Ville de Québec. On va y nommer. Si on disait col bleu, région de Québec, on fait le lien. Puis il y avait un manque d'initiative concernant, OK, le COVID, ça commençait, tu avais des trucs d'isolement, puis tout ça. Puis on dira ce qu'on voudra d'un milieu de travail, des milieux renfermés, la panique peut pogner. Il n'y avait pas d'initiative qui était faite par l'employeur. Certains délégués ont commencé à faire des initiatives de santé et sécurité, de séparer cafétéria, on va switcher les chiffres. Puis ça, c'est important, ça, l'action syndicale. Puis moi, c'était... Puis ce qu'il ne faut jamais oublier, puis moi, je suis fier de notre monde, parce que quand on a besoin de l'action collective, de besoin d'un syndicat, c'est quand on a besoin qu'il faut être là. Puis moi, on l'a démontré dans la région de Québec. Moi, juste, je pense encore, on parlait de temps, je l'ai-tu là? OK, je l'ai ici. On a un masque ici. Avec la gang, à un moment donné, en plein COVID. À un moment donné, il y avait des actions qui ont été faites parce qu'il y avait une pénurie de masques, puis t'as des coopératives de couturiers et couturières qui faisaient des masques. Oui. On nous a contactés.
sais, qu'est-ce qu'on fait? Regarde, on va s'occuper de la sécurité, faire la logistique. En plein la Ville de Québec, ben, c'est la FTQ qui s'en occupe. Parfait. Non, mais c'est... On vous a quasiment Non, ben... délégué une tâche. Ben, délégué, non, c'est l'action sociale. Puis à partir du moment que notre monde... Puis d'un, on va se le dire, c'est un prétexte de pouvoir se rencontrer aussi. Puis, tu sais, c'est de l'action concrète. Quand tu as un confrère ou un consoeur qui a besoin d'un coup de main, t'appelles au local, t'appelles à la FTQ, tu as différents affiliés. Puis le but, c'est ça. Avec le COVID, on a démontré qu'en étant organisé, que tu es capable de faire un bout. On parle des préposés aux bénéficiaires qui sont en conflit de travail actuellement avec Chartwell. Tu as un employeur qui est costaud, vous êtes des services essentiels, vous êtes pris avec des COVID, vous ne pouvez pas rentrer, tu as des agences. Oui. Hey, c'est difficile, ça. Quand la préposée est prise à se promener d'un centre à l'autre, mais à un moment donné, je pense que c'est les syndicats qui doivent intervenir pour un peu dire il faudrait que... Sauf que c'est pas rien que ça, c'est qu'aussi, il y a tout le temps la notion de libération, puis convaincu que c'est une pénurie de personnel en plein COVID, il y a eu une pénurie de personnel. Alors les gens continuent à travailler, puis moi, je suis encore plus fier de mon monde là-dessus, parce que nécessairement, ils faisaient de l'action... Mais tu sais, puis moi, c'est pour ça, la gang, on remettait leur chapeau de travailleur, parce qu'il faut jamais oublier, un syndicat, c'est le monde. C'est pas une patente à gosse qui est loin du monde, c'est notre monde. Mais comment on organise l'après-COVID? Comment vous entrevoyez ça à la FTQ, au Conseil régional de la FTQ, Québec, Chaudière-Appalaches et même au niveau pan-québécois? Comment vous entrevoyez, ou sur le plan personnel même, Dany Harvey, comment vous entrevoyez l'après-COVID? Et ça va être notre dernière question. L'après-COVID, ça sera plus jamais pareil comme avant. Faut jamais oublier de ce qui se passait avant. Puis ça, c'est difficile pour bien du monde. Moi-même, le premier. Ça, on aurait dit, on aurait une chance de s'éviter une situation de même. On va te le dire. Je pense qu'on l'aurait évité. On l'aurait fait. Il y a bien des affaires un peu plates qu'on s'est tapées les derniers mois. Puis à un moment donné, c'est beau les Netflix, tout ça, puis toutes ces séries sur Tout TV. On en a écouté de la série, puis on en a être passif. Moi, l'action syndicale l'a démontré. Ce qui est le gros défi qu'on va avoir, c'est qu'il y a certains gouvernements, peu importe le but, c'est aussi de pousser, d'essayer de se désorganiser. Tu as des négociations actuellement dans le secteur public qu'on va avoir. Puis on a un gouvernement qui aime bien runner ça comme une PME. Moi, ça mérite ça. De ça. Puis ça, c'est certain. Puis il faut jamais oublier, c'est pas à cause qu'il y a un COVID ou pas. Puis ça, les discussions qu'on avait, puis on a des soutiens, que ce soit les délégués sociaux. Les délégués sociaux, que ce soit des soutiens psychologiques, mentaux, référés des aidants par les pairs. Mm-hmm. Puis on en discutait. Ils ont fait quoi? Puis moi, c'est pas à cause qu'on est dans une situation qui n'est pas agréable qu'on va arrêter de faire de l'action syndicale puis de l'action collective. Elle sera pas pareille. Puis comme juste moi, là, je suis comme content parce que pas plus tard qu'aujourd'hui, je voyais qu'on va pas se lancer être capable de tenir des assemblées. OK, bon. C'est déjà pas mal. C'est ça de gagner, comme dirait l'autre. C'est pas énorme, mais regarde, moi, juste à partir du moment que c'est ça, puis ça fait mal. À partir du moment qu'on soit... Puis les prochains temps, les prochains mois, c'est aussi d'être capable de se réunir. Puis quand je dis se réunir, juste de se jaser, c'est comme... Parce que le monde sont fatigués aussi, là. C'est vrai. Puis le virtuel, regarde, le soleil, de manquer de se faire frapper par une balle, c'est la beauté de l'extérieur. Ouais. Dany Harvey, écoute, le mot de la fin est à toi. Tu as tous ces syndiqués que tu représentes, ceux qui ont la chance de te suivre sur Internet. On voit que le Conseil régional Québec-Chaudière-Appalaches au niveau de la FTQ est hyper présent. Tu t'adresses à ces derniers, à tous les travailleurs du Québec, travailleuses du Québec. Le mot de la fin est à toi. Tes remerciements par la suite. Ah non, bien, ce que je peux dire... En 1 minute. Ah ben, regarde, ça va être... On va le mot de la fin, on passe à un prochain... Non, mais ce qui est important, c'est, gang, moi, je suis super fier de vous autres. On a une gang, il faut se le dire des fois avec les bons coups. C'est comme on dit, on n'est peut-être pas d'actualité, mais on fait un job. Puis on la fait à job. C'est pas tout le temps des shots de glamour. Puis l'action sociale, là, des fois, ça peut prendre des mois, des années. Puis ça, c'est important de se le rappeler. Puis c'est ça, il faut se le dire, ça. Puis nous autres, de notre bord, je pense à Québec, on va tenir le fort. Puis c'est ça l'importance du vivre ensemble, de pouvoir se discuter, peu importe les différences, puis de se coordonner. Puis comme je dis, moi, la FTQ à Québec, c'est comme à Québec, Chaudière-Appalaches, comme à la maison. Si t'as de marde, t'as un problème, t'appelles. Tu passes faire un tour. C'est ça l'utilité d'un syndicat, puis on l'a démontré dans le cas du COVID. Alors, je voulais dire que je suis fier de vous autres. Merci. Puis je voudrais en profiter aussi de remercier Coconut. Oui, merci. Podcast, c'est impressionnant, le parcours que tu fais. Ben merci. C'est impressionnant. Mais tu viens de dire quelque chose, le vivre ensemble.
le vivre ensemble, il est hyper important. Puis aujourd'hui, tu m'as même appris quelque chose que je vais garder pour le reste de ma carrière d'enseignant. Le vivre ensemble, les syndicats contribuent également à se vivre ensemble. Les conditions de travail que vous luttez ardemment afin de gagner certaines conditions pour les travailleuses et travailleurs. Moi, je tiens à te dire chapeau également, parce que des fois, on l'oublie, on les a étudiés, les syndicats, mais des fois, on oublie même que si on n'avait pas le vivre ensemble, il y aurait des gens qui seraient très affamés et d'autres très riches. Alors là, un déséquilibre au niveau du contrat social. Ouais. C'est qui avait parlé du contrat social? Jean-Jacques Rousseau. Jean-Jacques Rousseau. Sauf que les inégalités sociales datent d'un bout, puis on a encore bien de la job à faire. On te remercie d'avoir participé à Coconut Podcast. Et surtout, même j'avais un petit peu oublié, merci de nous recevoir dans une enceinte qui est tienne, toi-même qui pratiques la balle molle, le baseball à tes heures, avec les... Comment il s'appelle ton équipe déjà? Ben, les Sundays, mais il y a Capitale de Québec Ben, aussi. c'est ça, donc on vous invite, messieurs, dames, à suivre Danny Harvey sur Internet, les réseaux sociaux, président du conseil régional de la FTQ Québec Chaudière-Appalaches. Écoutez, il nous a reçus dans le stade Canac. On vient de rencontrer une personnalité du Québec. Sur ce, on va à la pause publicitaire et on revient dans quelques instants. Merci! Mesdames, Messieurs, bonjour, Quay. Nous allons découvrir, mais alors là, tout un entrepreneur, mais également tout un artiste. Il est accompagné aujourd'hui, oui, on peut la considérer comme étant une partenaire dans cette aventure incroyable. Sa fille est avec nous. On présente Demoiselle Mélodie Savoie et son papa. Alors, l'entrepreneur que vous allez découvrir et l'artiste, ce rappeur qui fait dans un rap bio. Oui, messieurs, dames, nous avons l'honneur de rencontrer sur plus de 5 acres de terre dans Lobinière. Messieurs, dames, accueillons à Coconut Podcast Capitaine Dandelion, de son vrai nom, Aram Savoie, messieurs, dames. Capitaine. Yes. Dandelion, Aram Savoie. Oui. Mélodie Savoie. Comment ça va? Ça va tellement bien. Plus que ça va faire des jaloux. Incroyable. Écoute, on est plus qu'honoré, Capitaine Dandelion, de pouvoir être sur, mais vraiment, une parcelle de terre du Québec magnifique. Et plus précisément, comme je disais en introduction, on est dans Lobinière. Yes. Ben, Lobinière, c'est les greniers du Québec. C'est les greniers du Québec. Effectivement, des très belles terres agricoles, très fertiles. Puis on oui, est fiers d'être ici. Le Saint-Laurent, on le voit, là, exact. Juste derrière toi. Ah oui. Capitaine, on va commencer par ta fille, Mélodie. Comment ça va? L'école va recommencer bientôt. Ça fait un petit bout qu'on n'a pas été à l'école à cause de la période de crise sanitaire. Est-ce que tu as hâte de recommencer l'école? Oui. On parle au micro, Mélodie. Oui. Puis, est-ce que tu as hâte de voir tes amis? C'est qui ta meilleure amie? Sophie. Sophie. Puis, est-ce qu'elle habite dans le quartier aussi? Non, elle habite à Leclercville. À Leclercville. Donc là, toi, t'as hâte, au mois de septembre, tu vas retrouver Sophie. Puis là, tu t'en vas en quelle année, là, Mélodie? Deuxième année. Deuxième année. Ben écoute, on va te souhaiter une année où ce que tu vas avoir que des 90%, puis pourquoi pas des 95%? Parce que, écoute, moi, j'ai parlé avec toi au début, là.
Moi, je pense qu'on va te retrouver à la télévision dans quelques années parce que tu t'exprimes hyper bien. Puis on te dit, lâche pas. Elle a pris le meilleur des deux mondes. L'intelligence de sa mère puis le caractère de son père. Oui, il faut en parler. T'as comme partenaire dans cette aventure incroyable. Ben oui, il faut pas l'oublier. Capitaine Dandelion, Léa Charret, qui est la grande copropriétaire matrone avec toi. Donc, peux-tu nous parler rapidement comment toi et Léa avez vécu cette période de crise sanitaire, confinement, déconfinement, en ce qui a trait à la vie personnelle et au niveau professionnel? Oui, nous, on a saisi la crise pour en faire une opportunité parce que, d'un, la demande a augmenté, puis il y avait des commerces qui ont fermé. Fait que donc, nous, on était un commerce essentiel. Fait qu'on a vraiment pris la balle au bon, comme on a dit, puis on a réaménagé nos locaux parce qu'on a un commerce à Limoilou. On a réajusté ça, puis la clientèle a bien suivi. On a respecté les règles, puis ça a doublé notre chiffre d'affaires. On est vraiment contents de ce passage-là, disons, qui est une prise de conscience de société, entre autres, je pense. Super. Et cette période de crise sanitaire a fait en sorte que ta fille était plus souvent à la maison. Peux-tu me parler de ce moment? À peu près tous nos invités relatent la même chose, mais là, toi, tu as tellement d'espace et tout. On veut savoir, dans le contexte de quelqu'un qui a une ferme maraîchère, le fait d'avoir sa fille constamment, on la voit, elle est capable de presque, elle t'accompagne, là, bien sûr, mais elle connaît un peu comment gouverner, conduire un tracteur et tout. Peux-tu me parler le moment que tu as passé avec Mélodie? Ça doit être incroyable là, pour toi, parce que vous avez une complicité incroyable. Là. Oui, c'est ça. Mélodie, c'est ma complice dans ma musique aussi, entre autres. Wow! Puis, oui, les grands-parents nous ont donné un bon coup de main là-dedans. Puis sinon, j'ai installé un deuxième banc sur mon tracteur. OK, oui, j'ai vu. Ça nous permettait de... Avec ceinture et tout, C'est ça. OK, on a excellent. bricolé des trucs pour s'ajuster, justement. Puis on a eu beaucoup de plaisir. Bon, écoute, là, on est content de savoir que ça va bien pour Capitaine Dandelion. Ça, c'est ton nom d'artiste, mais sur la terre, quand tu es entrepreneur, écoute, on parle à Aram, Savoie. Écoute, ça, on va découvrir quelqu'un. En toute sincérité, je préfère que la gang m'appelle Capitaine. Capitaine, hein? Ouais. Donc là, on vend le Capitaine parce que, écoute, on va en parler également. T'as ton nouvel album qui sort dans les prochains jours, prochaines semaines à peine. On va en donner une exclusivité dans l'émission. Capitaine Dandelion, parce que ton vidéo vient de sortir, là, mais on va en parler dans quelques instants. On va apprendre à te connaître, parce que là, c'est tout un personnage, là, c'est incroyable. Là. Capitaine Dandelion, toi, t'es né au Québec, plus précisément dans le bas du fleuve. Oui. Est-ce que nos recherchistes ont fait un bon boulot? Effectivement. OK, Tigidou. À Saint-Eusèbe, pour être plus précis. Saint-Eusèbe, c'est dans le coin d'Eau-Claire. C'est quoi, ça? Oui, dans ce bout-là. Dans ce bout-là, OK. Pour ceux qui ne savent pas, c'est quoi Rivière-du-Loup, plus précisément? À peu près à 1 heure de Rivière-du-Loup, dans les terres, en s'en allant au Nouveau-Brunswick. OK, excellent. Ouais. Wow. Et toi, t'es né dans un milieu dit rural. Effectivement, dans le fond du bois, comme on dit. Dans le fond du bois. Oui, Okay. 100% bas de laine. 100% bas de laine dans le fond du bois. Exactement. On aime ça. Et Capitaine, toi, tes parents, c'est eux qui vont te donner une piqûre, en quelque sorte, pour tout ce qui est produit de la ferme, comment travailler la terre. Est-ce que tu peux me parler de l'influence de tes parents à ce moment dans ta vie quand tu grandis dans le Bas-Saint-Laurent? Absolument. Moi, j'ai eu la chance de grandir sur une petite fermette d'autosuffisance. Donc, j'ai baigné dans les petits potagers, là, bio par défaut, mais sinon, jeune, j'aimais pas tant l'agriculture, mais je comprenais quand même le besoin essentiel de cultiver ces aliments pour se nourrir et tout, sauf que je le voyais plus comme une corvée. J'aurais préféré aller jouer au Nintendo avec mes amis, mais on se faisait des jeux de Pac-Man, là, comme en mangeant les mauvaises herbes, là, puis on essayait de se divertir. On s'arrangeait, oui. Puis, chasser la nature et elle revient au galop. Quand j'ai rencontré Léa, ça a été un double
véritable coup de foudre, là. On a décidé de partir une ferme puis de se lancer, ouais. Puis, Mais là, ça va un peu à contre-courant, malgré qu'il y a un retour aux sources. Il y a un retour, on le sent de plus en plus, surtout avec la période de crise sanitaire. On sent que les gens tentent de quitter les milieux urbains et de surcroît, même en ville, tout le monde s'occupe de son petit jardin. Écoute, en se préparant pour l'émission, on a su que tu avais près de 5 à 6 acres de terre. Ben, on a grand terrain, à vrai dire. On a la chance d'avoir vraiment des belles terres pour cultiver, mais on les cultive pas toutes. On fait beaucoup de rotation en engrais vert. Donc, tu les laisses en jachère? Est-ce que c'est un peu... Exactement, okay, oui. Okay, l'idéal, c'est de faire un an sur deux, une rotation un an sur deux. Tu as vraiment une approche qui est plus facile. Et tu as utilisé un terme tout à l'heure... Engrais vert. Engrais vert. Ouais. Peux-tu nous parler de ce terme? Moi, je ne connaissais pas. Engrais vert, c'est un principe qui est simple et qui est connu depuis longtemps. C'est de planter une variété de semences qui est destinée à nourrir le sol, qui va pousser, qui va capter l'azote dans l'air, qui va croître, puis ensuite on la détruit, on l'incorpore ou on la laisse tout simplement se décomposer sur le sol. OK, superbe, merci. Ouais. Puis là, j'aimerais savoir, capitaine, toi et Léa, vous allez décider de faire ce retour un peu aux sources. Est-ce que ça a été difficile de trouver une terre qui vous parlait? Est-ce que c'est difficile? Comment qu'on fait pour se procurer une terre aussi grande, mais surtout zonée agricole? Et j'aimerais que tu me parles un peu de ce moment-là, là, de la décision. Est-ce que vos amis, vos parents vous regardaient, vous disaient... Vous êtes sûrs, les jeunes, vous vous embarquez là-dedans? On a eu la chance d'avoir le soutien de notre famille, autant d'un bord que de l'autre. Ça a été merveilleux. Puis c'est un peu la terre qui nous a choisis. Puis tu sais, dans le sens que... La Binière vous a choisi. Oui, vraiment. Vraiment, les grandes éclaircies, l'ensoleillement ici, l'été, c'est magique. Là. Le soleil se lève, l'aube arrive à 3 heures, puis disparaît vers 11 heures du soir. Tu vis à Cuba, là, tellement... Oui. Tu sais, dans quelques années, capitaine, tu vas aller en Jamaïque. Vous n'allez pas me reconnaître, là. Super. OK, nice, j'aime ça. Et capitaine, dans ce projet-là incroyable, c'est vous qui avez nommé la ferme comme... Le nom de la ferme, c'est la ferme hantée. Yes. Hey, les Mélo, ça te fait-tu peur, le fait que la ferme s'appelle la ferme hantée? Vraiment pas. Vraiment pas. Ça vient d'où ce nom-là, capitaine? C'était-tu là avant? C'est-tu la grange qui est à côté de nous qui effectivement, des fantômes le soir? Il y a plusieurs symboliques derrière ça. Effectivement, oui, évidemment, c'est pour les fantômes, les micro-organismes, toutes les entités qui travaillent pour nous et contre nous, qui travaillent la nuit, les vers de terre, les bactéries, toutes les bébites. Fait qu'eux, ils sont importants dans l'ensemble de la biodiversité. Fait que c'est un peu pour leur faire hommage. Il y a même des gens qui sont venus analyser un peu les courants géopathiques, énergétiques, puis ils ont même libéré des entités. C'est connu qu'il y a des fois des fantômes qui résident dans les vieilles granges et tout. Il y a des histoires quand même. Je ne rentrerai pas dans les détails. Mais oui, on cohabite avec des entités. Puis aussi, une autre grande symbolique, c'est Léa, c'est une passionnée de lactofermentation. Puis curieusement, en latin, les choucroutes... Ton partenaire, là. Oui. Léa, ça veut dire, en latin, ça veut dire redonner la vie à la matière inerte. Grosso modo, c'est peut-être pas exactement, mais c'est une drôle de symbolique quand même, que ça rejoint encore les fantômes. Puis dans le fond, c'est que Léa, elle aime beaucoup les choucroutes. Puis on fabrique aussi des lactofermentations à partir des légumes déclassés que normalement on laisserait au champ ou ils seraient remis dans le compost. Fait que ça permet de redonner vie. Déclassés, ils ne peuvent pas être vendus. Sont croches, sont cassés, pour toutes sortes de raisons. Là. Ouais, souvent, il y a beaucoup de légumes de gaspillage un peu à ce niveau-là pour les standards de nos marchés. Fait que ça permet d'avoir le sentiment de récupérer un peu. Là, Superbe. Et sur ta ferme, on dit que c'est une ferme maraîchère, car il y a une différence. Il n'y a pas d'animaux sur la ferme.
quelques poules à une certaine époque. Ouais. Ouais. Toutes les fermes ont leur couleur. Il y a des fermes maraîchères qui ont des animaux. Je pense que l'expression maraîchère, c'est pour donner l'idée que c'est des légumes en priorité. En priorité. Ouais. Merci, j'aime ça. My God, je pense que tu devrais devenir enseignant, prof. Tu as une capacité de vulgariser, de prendre des mots là, qui sont propres au domaine agricole puis de les rendre accessibles pour le grand public. Sérieux, ça. Mélo, ton papa, il est très, très fort. Très bon. Ouais, c'est gentil, mais disons, on est tous ignorants, mais on n'ignore pas tous la même chose. Mais ça fait une dizaine d'années que je travaille ici sur la ferme. Fait qu'on en a appris sur le tas. On a lu quelques livres aussi. Disons, il en reste beaucoup à apprendre parce qu'à tous les jours, on découvre des choses. Puis on apprend aussi des autres maraîchers. Absolument. Ouais. Absolument. Il existe un super réseau au Québec qui fait même des jaloux un peu partout sur la planète qui s'appelle le réseau des joyeux maraîchers. OK. Puis ça, c'est une plateforme qui est géniale. Quand on a une question où on veut trouver réponse, on regarde dans les archives ou on la pose tout simplement. Puis assez rapidement, il y a des gens qui sont vraiment passionnés derrière ce truc-là, qui vont te répondre, puis qui vont renchérir, qui vont apporter. Puis ça nourrit énormément parce que souvent, seul, on se sent un peu démuni par rapport au type d'agriculture qu'on fait. On est un peu les Gaulois, je le dis dans une chanson, mais c'est vraiment ça. On est très marginal dans notre approche de cultiver plein de variétés de légumes puis de faire une mise en marché directe. La plupart des autres fermes, c'est des grosses fermes avec, on appelle ça semi-gros, genre. Ils vont produire 4 variétés de légumes puis ils vont vendre ça en gros. Ici, tu as produit plus de 80... On essaye. Aux environs de 80-85 oui, beaucoup de variétés. De légumes, de variétés incroyables. Ouais. Mélo, peux-tu me nommer, toi, Maman Léa nous a dit que ton légume préféré, c'était la carotte. Mais toi, là, peux-tu me nommer 5 légumes qu'il y a sur la terre? La carotte. Ouais. La tomate. La tomate. La laitue. La laitue. Oh. Bergine. Ouais. Oh. Des échats. Des petits pois puis des carottes, des Des oignons, petits des pois, des échalotes, carottes, la ok. laitue puis des tomates. Ouais, ben, Hey! ça rappelle pas de la chanson, Mélo? Oh. Dans la chanson, il y a des carottes, des tomates, de la laitue. Des patates, est-ce que t'en as? Ah oui, Ah des ouais? concombres puis des patates. Patates douces, On certaines en a variétés? fait un peu quelques années, puis cette année, Épinards. on en a pas fait. OK. Igname, est-ce que tu as des genres de variétés? Non, ça serait expérimenté. Je ne sais pas si ça pourrait pousser en serre au Québec. Probablement parce qu'on fait du gingembre au Québec. Nous, on n'en fait pas, mais j'ai des amis qui en font du gingembre, du curcuma même, des patates douces. Fait que oui, ça s'en vient, quelques petits trucs exotiques, là. Puis là, ça va nous amener vers un autre volet de capitaine Dandelion, dit Aram Savoie aujourd'hui, parce que l'artiste commence à prendre autant de place que l'entrepreneur. La crise sanitaire, pour certains, ça a été vraiment une catastrophe, mais pour d'autres, tu disais, ça a été une opportunité. Toi, il y a cette particularité, c'est votre façon de vendre les légumes, la mise en marché. Oh, ça a toujours bien fonctionné, ça a l'air, d'après ce qu'on a su. Mais là, avec la crise sanitaire, il a peur que vos ventes ont complètement décollé, explosé. Peux-tu nous parler de cette période? Toi, comment tu as vécu ça en tant qu'entrepreneur? Le fait de voir que, wow, le monde en demande de plus en plus. Ouais, parle-nous d'un peu, là, oui. C'est une drôle de coïncidence parce que le titre de mon album s'appelle Un vent de changement. Puis cette année, quand je l'ai enregistré, je me disais c'est le temps ou jamais, sinon tu le feras jamais. Okay. Puis là, cet événement-là est arrivé, puis il y avait tellement de trucs qui coïncidaient. Fait que nous, ça a été comme une opportunité vraiment pour dire go, on y va. Puis c'est un peu une façon de se faire connaître aussi. Tu sais, ça a toujours été ça. Le fait que mon désir de chanter, c'est pour chanter mes passions, tu sais, mes aspirations, mes rêves, tout ça. Superbe, superbe. Mais il y a beaucoup de gens, dû à la crise sanitaire, qui
se sont tournés vers les produits bio. Alors là, maintenant, vous offrez cette possibilité. Les gens passent des commandes et vous leur préparez un panier. C'est vraiment à la mode à Montréal, je te dirais. Ouais. Peut-être un peu partout au Québec. Et là, maintenant, ils viennent chercher leur panier ou vous leur livrez? Nous, on fait la livraison. La livraison? Sinon, ben, les gens viennent le chercher au point de chute, évidemment. On ne fait pas la livraison à domicile. Okay. Est-ce qu'ils peuvent venir sur la terre carrément? On fait des activités d'autocueillette quelquefois, plus sous forme de corvée. Okay. Mais il y a des paniers aussi sur la ferme. Les gens peuvent venir chercher des paniers directement à la ferme. Puis on a aussi un commerce, l'accommodation bio. Incroyable. Ça, c'est une particularité c'est dans Limoilou. Oui, dans Limoilou. 1298 à Limoilou, l'accommodation bio. C'est une petite épicerie spécialisée dans le bio local où l'on retrouve évidemment fruits et légumes locaux, mais encore aussi les noix, les graines. On essaie de rassembler tout ce qui se fait là, au Québec dans les produits secs autant et frais. Et on sent que dans Limoilou, il y a cette solidarité entre les commerçants, mais également de plus en plus se consommer local, manger québécois. Est-ce que ça vous a servi là, durant cette période? Limoilou, c'est comme un petit village à part. Là. Il y a vraiment une belle communauté, comme tu dis, Alain, de gens qui sont solidaires, qui se soutiennent, qui font des choix conscients. On est vraiment choyés d'être là. On n'aurait pas pu être dans un autre quartier pour faire vivre ce projet-là. Puis, justement, les gens à Limoilou, on l'a vu, là, ils ne prenaient plus leur voiture. Ils ont fait vraiment des choix radicaux de se promener à pied puis d'aller compléter leurs besoins, leurs vivres essentiels au commerce qu'on retrouve à Limoilou. Incroyable. Ouais. Et tu connais ce succès actuellement, Mélo, Léa, vous êtes en train de vivre un certain succès. On sent que ça décolle plus qu'à peu près. Puis, pour le marketing, ça a toujours fonctionné bouche à oreille, en quelque sorte. Mais là, je pense que tu as un de tes amis à Beatbox et il y a même une maison de disques, de prod qui t'ont approché, qui sont en train de faire le projet avec toi. Tu vas nous en parler dans quelques instants. Et là, tu t'es dit, moi, je veux utiliser ce que le monde, il savait peut-être pas. Tu sais, toi, ça a l'air 1 heure par jour. Tu peaufines ton art au niveau de tes lyrics, tes paroles, au niveau de ton flow. Puis, t'es chanteur en même temps. Tu fais dans un rap québécois bio, un reggae. C'est vivant. Tu sais, ça nous... On regarde ton vidéo, là. Moi, je l'ai vu en primeur, là. Il y a eu un visionnement. Et je peux te dire, capitaine, tu nous donnes le goût de venir... manger tes légumes, tu sais, ta toune dans cet album Vent de changement. Écoute, parle-nous-en, s'il te plaît, de ce projet. Depuis quand tu chantes? Où est-ce que le projet en est arrivé? Puis ta fille, es-tu fière de toi? Là? Ben oui, c'est exactement ça. Et j'ai commencé à chanter un peu pour essayer de rendre l'agriculture cool. Parce que souvent, les agriculteurs, on les aime, on les respecte, mais sont comme mis à part un peu de la société. Puis c'est difficile, hein? Ça a l'air que... on apprenait en faisant des lectures que... Il y a des beaux défis. Oui, il y a des beaux défis. C'est pas difficile, non, mais si on n'a pas d'aide, ça peut être difficile. Absolument, okay. C'est le soutien social qui fait toute la différence quand tu sens que tu as des gens qui t'apprécient dans ce que tu fais, puis tu as de la reconnaissance, ça fait toute la différence. Superbe. Et, capitaine, tu utilises la musique comme élément aujourd'hui de marketing parce que, écoute, le monde, ils savent que tu chantes un peu, des fois tu fais des activités, tu prends ta guitare, les jeunes participent. Peux-tu me dire quelle réceptivité tu sens là, du milieu musical qui a entendu ça dans les pré-écoutes auxquelles que j'ai pu assister? Peux-tu m'en parler un peu de ce projet-là? Il n'y a que des bons commentaires, à part certaines personnes qui trouvent qu'on a trop mis de voice recorder, mais le but, c'était à la base de chanter pour les jeunes. Pour passer un message conscient, mais qui donne envie de passer à l'action. Qui est un message positif, pas un message moralisateur, mais un message qui encourage, justement. Fait que c'est une façon, la musique, c'est une façon directe et efficace de cibler, Ben écoute, ça, là, c'est superbe que tu sois artiste.
on a eu l'autorisation de ton équipe de gestion. On va mettre un petit... on voit un petit clip là, dans quelques instants. Capitaine, Oui. moi, j'aimerais véritablement t'entendre sur un peu la relève au niveau des fermes agricoles, maraîchères, où ce qu'on fait de l'élevage ou Je suis autre. vraiment pas inquiet. Moi, il y a une dizaine d'années, j'ai fait le vœu qu'un jour, les jeunes, ils allaient distribuer les cartes des agriculteurs un peu comme les cartes de hockey, dans le sens que les futurs modèles de société, ça va être des agriculteurs. Quand, je sais pas, mais tôt ou tard, ça va arriver. C'est la nécessité qui va faire bouger les choses, puis c'est un besoin essentiel. Les agriculteurs... Au Canada, au Québec, il me semble qu'on a juste pour 3 jours de produits frais. Là. J'ai lu ça en quelque part là, en réserve. Là. Ça veut dire s'il y a une catastrophe demain, on en a pour 3 jours de stocker. C'est vrai qu'on est quand même loin de l'autonomie et la souveraineté alimentaire. Il y a des beaux défis dans ce domaine-là, mais je pense que le gouvernement a compris ça avec ces événements-là, puis il va prendre des mesures pour encourager ça. On le voit déjà dans les écoles. L'école à Victoriaville, il y a une grosse vague de relève de jeunes passionnés qui sont là-bas. Fait que... Ici, Léa viendrait te voir et te dit hey, tu sais pas qu'est-ce que Mélo vient de me dire? Elle m'a dit qu'elle aimerait prendre la relève sur la ferme. Est-ce que toi, tu serais d'accord? Est-ce que tu autoriserais à ta fille de poursuivre là-dedans? Elle est déjà dedans. Elle a un beau t-shirt sur elle. Je suis apprenti paysan. Est-ce que je dirais Ouais, vas-y. oui, mais à condition que tu aies beaucoup d'amis pour t'aider. Des partenaires. Tes meilleurs amis. Moi, je veux pas. C'est normal. Mais comme papa, il disait C'est normal. quand tu étais Ouais. à son âge. Hein? Donc, écoutez, messieurs, dames, capitaine Dan Deslions, on Oui. est vraiment content de t'avoir eu à l'émission. Mélodie, hein, tu dis merci à maman Léa de t'avoir autorisé à participer aujourd'hui. Le mot de la fin, tu remercies tes fanatiques, capitaine Dan Deslions? Yes, merci à toute la communauté de nous avoir appuyés, indirectement ou directement. Un gros big up à Coconut Podcast. Merci les gars de m'avoir invité. Ben, merci à toi, Mélodie. Merci pour ton temps. Alors, messieurs, dames, nous étions avec Capitaine Dan Deslions. Oui, il vient de sortir, il est en train de le sortir là, en quelques jours. Son album Vent de changement. Écoutez, ça tombe bien. Moi, je vous invite à aller le suivre sur les réseaux sociaux. Surtout, on encourage la ferme hantée et surtout sa boutique dans Limoilou, accommodation sociale. Sur ce, messieurs, dames, comme on dit en langue autochtone, Algonquin, Miigwech, et comme on dit chez les Inuits, Chinashkumitin. Mesdames, messieurs, bonjour, Quay. Alors là, nous allons faire une rencontre incroyable. Entrepreneur très en vue dans la région de la capitale nationale, propriétaire du casse-croûte chez Gaston et également de ce bar mythique à l'intérieur des portes Saint-Jean dans le Vieux-Québec. Les yeux bleus, c'est avec honneur que nous recevons à Coconut Podcast Antoine Paquin. Antoine, comment vas-tu? Je vais très bien. Et toi, Alain? Ben, merci de me le demander. Écoute, on est dans la superbe région de la capitale nationale, d'autant plus dans le Vieux-Québec. Écoute, on est dans ton bar. Moi, je suis complètement, tu sais, comme émerveillé par ce que tu as pu accomplir depuis tes études à l'Université Laval. Antoine, en ces temps de confinement, déconfinement, sur le plan personnel, professionnel, comment vas-tu? Mais tout d'abord, Alain, j'aimerais dire que ça me fait plaisir d'entendre ça parce qu'on a travaillé très fort ici
On a vraiment récupéré un endroit qui avait été laissé un peu à lui-même. Puis on l'a revitalisé. Ouais. On a engagé du nouveau personnel. On a commencé un peu le volet aussi nourriture. Ok, Puis superbe. je sais que tu es venu hier tester la marchandise. Ouais, Puis c'est avoir tes excellent. yeux au moment de déguster ton cheeseburger. Je pense que tu sais, j'ai énormément voyagé, Antoine Paquin. On sait qu'on va en parler là, un peu de tous tes business, de toutes tes entreprises à Québec, mais j'ai beaucoup voyagé. J'en ai mangé des burgers, des hambourgeois, comme dirait l'autre. Des cheese. Des cheese, oui, il y avait du fromage, hein, d'accord? Et je peux te dire, c'est l'un des meilleurs cheeseburgers que j'ai mangé à travers tous mes périples. Là. À vie. Ben écoute, so far so good, comme Wow. dirait l'autre. Antoine, cette période de confinement, tu dis, ça t'a permis de pouvoir retoucher un peu l'intérieur de tes différents restaurants, bars. Peux-tu nous parler de ce moment? Comment as-tu vécu cette période, toi qui es si actif? Et là, le gouvernement ne vous autorisait pas à ouvrir vos commerces. Comment tu as vécu ce moment-là? Franchement, dans mon cas, c'est assez... mon expérience personnelle, ça m'a donné l'occasion de revisiter l'intérieur, pas seulement de mes entreprises, mais l'intérieur de moi-même. Ouais. J'ai pris un step back, comme on dit en anglais. Un recul. Exact. Oui. On dirait que, un peu comme sûrement d'autres gens ont été dans la même situation, ma vie allait... À 100 000 à l'heure. Oui, oui. J'avais pas le temps de... Il y a beaucoup de choses, de dossiers que je pelletais par en avant. Puis j'étais complètement... je prenais plus le temps de m'asseoir puis d'apprécier ce que j'avais. Puis à un moment donné, ça sert à quoi si on prend pas le temps justement de s'asseoir un peu puis de prendre du temps de qualité? Fait que moi, dans mon cas, ça a été un peu une introspection personnelle. Puis c'est clair qu'au niveau aussi entreprise, ça m'a permis de prendre un autre step back aussi, de pouvoir avoir une autre perspective de la situation. Ici, c'est un commerce que j'ai récupéré qui avait déjà une clientèle, qui avait déjà un concept. Puis j'avais comme pas pris le temps de vraiment faire une cassure entre l'ère d'avant puis la nouvelle ère qui allait commencer. Là, Exactement. oui. Puis c'était pas une question de changer le nom même, parce que le nom, tout le monde aime ce nom-là. les Autant yeux les bleus. anciennes générations, autant les anciens adeptes que les jeunes, les nouveaux, la nouvelle clientèle. Les gens aiment le nom, c'est le fun, c'est un beau concept. C'est francophone, Oui, ça oui, sonne oui. Québec, Oui. ça sonne Ben, l'emplacement mystérieux, aussi, ça la sonne... terrasse. exact. Et puis c'est ça, fait que ça m'a donné l'occasion de revoir la formule en entier. En tout de cas, hier m'asseoir soir, moi, avec, j'étais là, c'était plein. Écoute... Bonne ambiance. Ouais, c'est incroyable. Chaque client ici, c'est un peu le même mindset que j'essaie d'amener au Costco chez Gaston. Où est-ce que chaque employé va le dire sans hésitation. La base de notre approche client, c'est que chaque personne qui rentre dans le restaurant se sente comme un membre de la famille, se sente comme quelqu'un qui fait partie à la limite de l'équipe. Il n'y a pas personne qui quitte le commerce sans se faire saluer, sans que son départ soit remarqué. Donc, chaque arrivée est remarquée autant que chaque départ. Puis pendant que le client est là, ben, le client d'abord. On veut donner une expérience client. Mais le côté supérieur. social pour Antoine Paquin, c'est hyper important. Le côté humain, c'est hyper important. Je dirais même que ton département des ressources humaines fait un très bon boulot, toi-même entre autres. Lorsque tu te dois d'embaucher du personnel, tu dois faire sûrement un tri, tu filtres dans le bon sens. Comment tu t'y prends rapidement? Moi, je recherche un profil. OK. Je veux des gens passionnés, des gens qui vont partager leur vie avec le commerce. Puis, en retour, le commerce partage aussi un peu la vie avec ces gens-là. J'ai pas peur de sortir de nos activités pour donner un coup de main à un employé ou à un membre de l'équipe. T'es souvent présent, Moi, je parle. là. Moi, je Ouais. suis pas quelqu'un. Je hiérarchise pas mon équipe. Ici, c'est une hiérarchie horizontale. OK, On travaille pas un pour l'autre, on travaille ensemble. super.
C'est pas parce qu'on a des sections attitrées pour le service qu'en passant en avant d'une table qui n'est pas la nôtre, on va pas aller vers le client, établir un contact visuel pour lui permettre de nous apostropher, nous demander quelque chose. Comprends? Chaque personne arrive avec une fierté de travailler dans la place parce qu'on approuve ce qu'on fait puis on se sent un peu responsable de ça. Je dis aux gens qui servent la nourriture même, ce qu'on fait, c'est bon, c'est beau. Puis on travaille fort dessus, on en est fiers. Mais même quand tu fait qu'on sers bombe le cette chest. nourriture, oui. Mais c'est un peu la clé de ton succès. Le service à la clientèle et la qualité des produits. Tu y vas pas dans le flafla, mais il y a quand même une recette. Écoute, on va parler de tes commerces dans quelques instants, mais pour ceux qui ne te connaissent pas encore, c'est peut-être parce qu'ils sont pas venus à Québec, dans le Vieux-Québec, parce que Tony, on va apprendre à te connaître. Ouais, j'avais une idée, mais on va revenir dans quelques instants. Toi, t'es né dans les Laurentides, c'est bien ça? Nos recherchistes nous disent que t'avais un pied-à-terre dans Saint-Jérôme, t'avais un pied-à-terre à Sainte-Agathe. C'est tout ça? Oui, Nos exact. recherchistes sont bons? Vous avez fait de bonnes recherches. Ok, Vous avez fait vos recherches. On a fait nos recherches. Excellent. Antoine, parce que bon, communément, tout le monde t'appelle Tony. Ouais, c'est bien ça? Oui, beaucoup. Depuis l'université, là. Exact. on Depuis, t'appelle. même le secondaire. Ok, Tony. Par la suite, tu vas, à un certain moment de ta vie, friand d'aventure, lorsque tu dois choisir l'université dans laquelle tu vas poursuivre tes études en sciences politiques, tu vas choisir la région de la capitale nationale, entre autres l'université Laval, pour y poursuivre tes études. T'aurais pu aller à Trois-Rivières, t'aurais pu aller à Montréal, t'aurais pu aller à Sherbrooke. Pourquoi Québec, Antoine? Le rythme de vie un peu plus au ralenti. OK. La mentalité plus chaleureuse, plus accueillante. La proximité, la nature. Une ville à échelle humaine. Exact. Excellent. Une ville à échelle humaine, exact. Ton choix, il sera pas mauvais parce que à Québec, tu vas y faire tout plein de rencontres en faisant certaines lectures. On voit que tu connais plusieurs artistes, entre autres les emplacements là où tu tiens commerce. Bon, tu dois y rencontrer pas mal de gens connus, moins connus. Ça, c'est superbe. Mais surtout à Québec, durant tes études, Antoine, tu vas à un certain moment dire, moi, la politique, je suis bon également de mes mains. Et tu vas poursuivre en maçonnerie. Peux-tu me parler de cette expérience, Antoine? Ça, c'est incroyable. Parle-moi de ce moment en 2 minutes. Ça a l'air que t'es capable de refaire une cheminée. T'es capable de poser des briques. Moi, je comprends pas. Un gars qui est si intellectuel, qui se retrouve maintenant dans le milieu de la restauration, des bars, mais t'as quand même un parcours qui t'a amené en maçonnerie. Peux-tu me parler de ce choix? Vraiment? Écoute, je crois qu'une de mes forces, j'ai jamais été, puis je pense pas que je serai jamais champion de rien, mais je me débrouille bien dans tout. Ah. Puis je pense que ma polyvalence, c'est ma principale force. C'est ce qui te sert. Exact. Puis j'utilise énormément toutes les connaissances que j'ai acquises au bac en sciences politiques, que j'ai presque complété, Oui. que j'ai quitté à la toute fin. J'étais quand même une période assez confuse. Je veux pas mettre le blâme sur Ou l'autre. sur un événement ou un autre ou un facteur, mais tu sais, c'est sûr, c'est un contexte général qui a mené à ça, mais j'ai pas fini ce bac-là. Par contre, de ce que j'ai appris, je l'utilise énormément dans ma vie depuis toutes ces années-là. En terminant ça, moi, c'est sûr, je viens d'une famille de région tranquille, plus fonctionnaire, pas tellement bricoleur, pas tellement manuel. Puis je trouvais que c'était une lacune que j'avais, de pas savoir bricoler, de pas savoir bâtir de mes mains. D'être venu au monde dans ce corps que je ne sais exploiter
pour bâtir. Ouais. Puis je considère que c'est quelque chose quand même d'important. D'important. Donc, la maçonnerie, c'est quelque chose qui m'appelait. Je sais qu'il y avait beaucoup de... Moi, j'ai toujours été passionné aussi de construction écologique, de choses vraiment conscientisées environnementalement. Même, tu t'es construit une maison Exact. Mais dans le fond, dans le bois, si on peut dire. j'ai eu cette idée-là d'aller me bâtir une maison verte, là, écologique, presque. une Oui, maison c'est ça. autosuffisance énergétique potentiellement, avec haute efficacité énergétique. Et puis, pour moi, la technique de construction, les concepts qui m'appelaient le plus là-dedans, c'était relié à la maçonnerie. Fait que j'ai fait un cours de maçonnerie pendant, je sais pas, 700 ou 800 heures, quelque chose comme ça. Ouais, c'est intensif. Et puis c'est un an, dans le fond, là, de DEP. Puis ensuite, j'ai fait un cours de gestion d'entreprise de la construction. J'ai donné une licence d'entrepreneur que j'ai pas vraiment travaillé en maçonnerie. J'en ai fait pour des amis à gauche, à droite, comme ça, mais ça n'a jamais été sérieux. Mais j'ai bâti la maison, Ça, c'est finalement. bien, ça. J'ai habité là-bas. Puis depuis ce temps-là, je me suis familiarisé avec d'autres spécialités de construction. Entre autres, un peu de menuiserie, un peu de plomberie, l'électricité, je fuis ça, mais je me débrouille un peu dans tout le reste. Fait que ça me permet d'effectuer quand même beaucoup de choses moi-même. Ben là, Puis on sait qu'au Québec, la construction, c'est pas facile. c'est pas facile. Puis il y a ouais. comme des genres de réglementations qui sont pratiquement impossibles à tout le monde de respecter en intégralité. Il y a des genres de plein d'absurdités juridiques dans le domaine de la construction. Puis, tu sais, à un moment donné, Ils sont là il pour faut protéger. savoir un peu se débrouiller ou il faut savoir un peu nous-mêmes prendre en charge certains petits travaux ou tout ça. Sinon, c'est impossible. Si il n'y avait pas ce genre de façon de procéder-là, il n'y aurait pas de renouvellement du parc immobilier au Québec. C'est impossible. Donc, c'est ça. Ça me permet de... Mais là, toi, tu vas pas juste t'arrêter à la maçonnerie. T'es quelqu'un qu'on disait qui aime l'humain, le contact social. Alors là, tu vas développer des compétences. Là, aujourd'hui, on peut t'appeler un mixologue en herbe, en quelque sorte. Tu vas travailler dans l'industrie des bars. Tu vas travailler dans pas mal de bars à Québec. Et là, tu vas développer tes habiletés. Là, on te voit des fois, t'envoies les verres, les glaçons qui sautent, la tequila qui retombe dans un autre verre. On t'a déjà vu un peu jouer au jongleur parce que on va y arriver. Tout pendant que Hey, c'est incroyable la vie que tu mènes, ce que tu as réalisé jusqu'à présent. Peux-tu me parler de cette expérience dans les bars, Antoine? Et Oui, surtout, ben, en fait, comment ça se fait que tu étais capable de, comme on dit en espagnol, d'être un malabarista? Un jongleur. Là. Vas-y donc. Ouais, mais en fait, j'ai toujours aimé le divertissement, les sorties, la gastronomie, la restauration. Sortir dans les bars, j'ai commencé à sortir jeune dans les bars, puis pendant l'université, ben, ça me semblait la voie logique d'aller travailler dans un bar. Un endroit où j'étais à l'aise, où j'étais confortable. Puis le type Puis- est bon également, le pourboire. Ouais, c'est sûr qu'à l'époque, moi j'ai commencé même avant qu'il y ait des déclarations de pourboire. OK. J'ai vidé des cendriers aussi, là. Fait que c'est sûr que, ouais, c'était quand même payant à l'époque. Puis j'aimais ça. J'aimais ça vendre du plaisir. J'aimais ça faire le divertissement, m'occuper du divertissement. Puis à mon arrivée à Québec, je m'étais familiarisé avec la jonglerie seul chez moi, par curiosité, T'as un simplement. ami qui s'appelle Captain Black. Je pense que tu lui as montré à jongler. J'ai comme plusieurs disciples de sciences politiques à l'université. Tout le monde qui passait par chez moi devait faire l'initiation à la jonglerie. Ben, si j'ai appris As-tu à gardé jongler... un peu des skills? Ben, je les ai gardés. Attends, j'ai une surprise pour toi. Ah non, Oui, 2 secondes. la mise en scène. Mais non. For real? OK. Impossible. Alors, Antoine Impossible. Paquin, à l'époque, à l'université, on m'appelait Captain Black. Alors, messieurs, dames, regardez mes habiletés que professeur Antoine m'a montrées. Ceinture blanche. Wow! Incroyable. Malabarista, los amigos. La précision. Estamos aquí en el bar del señor Antoine Paquin. Si
Hey, Antoine, t'as-tu gardé... Incroyable. Antoine Paquin, on aimerait ça, te voir. T'as-tu Quel gardé artiste tes... talentueux. Ah, pas vraiment. Je jongle presque plus. Tu jongles plus, Bah. mais on te voit derrière ton bar, là, Ouais, tu je suis jongles avec des capable. verres, là. Ah, ouais. C'est ça? Super. Antoine Paquin. Oui. Antoine Paquin, continue. Superbe. Et là, t'es dans l'industrie des bars, tu vois comment ça fonctionne. Puis là, à un certain moment, tu vas même flairer la bonne affaire. En 2012, je pense avec tes pourboires, t'as réussi à accumuler un petit peu. Puis on sait que tes parents t'ont beaucoup motivé. Tu nous en parleras de l'importance de tes parents dans toutes tes entreprises que tu as démarrées. Alors là, tu vas acquérir, ben là, comme on appelle ça par chez nous à Montréal, une pataterie. Hein? On va un casse-croûte. Puis tu vas acquérir le casse-croûte chez Gaston. Adelain qui va te vendre ça pour... il voulait s'en débarrasser, plus capable le monsieur. Il va te le vendre pour la moitié de sa valeur. Toi, tu vas réussir à réunir les sous. Tu vas l'acheter, puis à partir de là, ça va être une aventure incroyable. Le New York Times, en 2016, vont faire un article, mais dit magnifique, comme étant... l'un des endroits, si on a 36 heures à Québec, on se doit d'arrêter chez Gaston. Parle-moi de cette entreprise complètement malade. Mais en fait, il y a le chroniqueur François Bourque au journal Le Soleil qui a fait un article sur le Gaston et mon parcours qui a mené jusque-là un peu Et il en cite parallèle. le New York Times Et également. puis je trouve qu'il a très bien circonscrit mon histoire avec le Gaston en me nommant le redresseur. Oui, le redresseur de Le casse-croûte. redresseur de casse-croûte. Oui, oui. Et puis, je trouve que c'était vraiment bien choisi. Je pense que j'ai un certain... On a tous des forces, des faiblesses, mais moi, je pense que j'ai une force à prendre des choses abîmées, usées, avec un potentiel, puis à les ramener à la surface. Puis le Gaston, ça a été un travail de longue haleine pendant des années. Puis, Le quartier était difficile. Le quartier était difficile. Le t'as quartier était changé en le pleine menu. mutation au moment où j'ai acheté. Oui, oui. On a passé par Saint-Roch, Saint-Sauveur, là. C'est, Ouais. ça, ouais. On a des partenariats avec des bars autour, partenariats avec des trucs de charité, La première chose partenariats que avec tu vas le faire, musée. c'est que tu vas changer les heures d'ouverture. Exact. Tu vas Ben, ouvrir moi, de 11h à 4h du matin, déjà là. Mais dès le départ, il y a 9 ans, j'ai tout de suite mis dans la tête de mon staff que l'avenir pour toutes les entreprises, c'était en ligne. Et puis qu'il fallait qu'on fasse mousser notre capital de réputation sur Internet. Donc, on s'est mis à solliciter indirectement des commentaires, des notations sur Facebook, Google, TripAdvisor, qui a été vraiment un très bon retour. TripAdvisor, au départ, on était dans le top. Je ne vais pas dire n'importe quoi, mais je pense qu'on était dans le top 20 pendant un bout de temps. Des restaurants à Québec sur les 1200. Il y a quelques restaurants, ou top 100. On était un bout de temps dans le top 100, en tout cas, c'est certain. Ex aequo avec des restaurants de fine cuisine gastronomique. Là, Oui, oui, oui. Puis, mais juste pour l'expérience client, que les gens, les touristes Ah, mais arrivent. c'était le dynamisme. Exact. T'es un féru d'histoire. Donc, un t'échanges jour, avec les gens. 3 ou 4 ans après qu'on a commencé à mettre ça en branle, la page Facebook, tout ça, et les évaluations en ligne, le New York Times est débarqué à Québec pour produire un article 36 heures dans la ville de Québec. Et puis, eux, pour se ressourcer, savoir où aller, quoi faire, ben ils vont vérifier en ligne. Puis là, quand on Google meilleure poutine Québec poutine, ben on a fait tous les concours. On a participé à Choix Radio X, concours poutine. On est arrivé deuxième. Une année, on a gagné. Alors, moi, je me suis impliqué dans tout, pratiquement. Là, donc, eux ont remarqué ça, sont débarqués chez nous. Ils ont pris une photo. Ils ont fait un article pleine page à New York Times, dans lequel il y avait 2 photos, dont une du Gaston. C'est Qui incroyable. décrivait comme le 14-seater hole in the wall with the cheese pundit poutine. Je sais pas quoi, en tout cas. Vraiment un article bien écrit, un bel article. Ouais, vraiment. Tu vois qu'il y a vraiment un niveau de journalisme là, Mais dans le New York Times quand il même parle de d'élite. tes frites chez Gaston. Mais tu sais, t'as beaucoup voyagé également, Antoine, quand même, au Québec, en Amérique. T'es quelqu'un qui aime la bonne nourriture, la bonne bouffe, comme on dit au Québec. Vraiment. Une frite qui est pas Vraiment. bonne, on le sait. Là.
Donc, toi, tu as travaillé. Je pense que vous coupez vous-même vos frites. On a tout là. testé. On a essayé les patates pré-cuites, non cuites, Ok, c'est pelées, non pelées, coupées, non coupées, blanches, roses, jaunes, toutes les sortes, Idaho, name it. Puis finalement, on est venu avec une recette. Là, Ok. où est-ce qu'on utilise une patate particulière Moi, j'aimerais t'entendre, Antoine. qu'on coupe sur place. On achète à l'état brut. Quand tes parents... On nettoie, on coupe, on blanchit, on réfrigère. On fait vraiment la procédure totale. Fait que c'est sûr que ça donne une frite plus fraîche, faite sur place. Quand tes parents, Croustillante. ils sont venus Dans ton l'intérieur, casse-croûte, doré. puis là, ils goûtent aux frites de leur fiston. Quand ils voient un article du New York Times, peux-tu me parler de leur réaction? C'est un moment de fierté pour... Écoute, je viens d'un village, là. Ouais. On est du monde de casse-croûte, nous autres, chez nous, là. C'est gâté un dimanche après-midi, là. C'était au casse-croûte, là. On a fait le tour du Je revenais Québec, de ma ride de Antoine. bike de montagne, là. J'arrêtais au casse-croûte, là. Je prenais une poutine puis un dog après ça, là. Fait que oui, mes parents, c'est sûr. Ma mère est une des clientes les plus fidèles et régulières du Gaston. Elle y mange un petit frite. Au moins 2-3 fois par semaine. Ouais, oui. Ma mère est en fauteuil roulant, un petit Ok. triporteur électrique. Oh oui. Puis elle se déplace spécialement pour venir au Gaston. Plusieurs fois par Super. semaine. Observer le staff par la fenêtre. Voir s'ils font bien. S'assurer que la vitre est propre. c'est Bon, cool, hey, ça. Excellent. Ouais, c'est excellent. comme le client mystère non mystérieux. Il vient un peu s'assurer que tout fonctionne Oh, oui. bien. Là. Ouais. Ça, j'aime ça. Mon père, malheureusement, mon père est décédé il n'y a pas Ouais. si longtemps, mais c'était aussi c'était sûr qu'il venait à Québec, puis son premier arrêt, son endroit sécurisant, où il savait où il allait, il savait où il allait stationner, c'était le Gaston. Le Gaston. Sa poutine, son burger suisse. Ouais. Wow. Puis Antoine, tu vas pas juste t'arrêter au casse-croûte chez Gaston. Là, tu vas te dire, je fais de la poutine. Ton passé de mixologue en herbe est ressorti. Tu as eu une opportunité d'affaires et tu as ouvert les yeux bleus. Peux-tu me parler maintenant? Tu te retrouves à l'intérieur des portes Saint-Jean. Écoute, le bassin de touristes qui affluent dans le Vieux-Québec. Tu dois rencontrer tous les touristes qui passent dans la capitale nationale. Parle-moi un peu de l'effervescence du Vieux-Québec et surtout de la contribution qui amène les yeux bleus. Écoute, je sais qu'il y a du monde qui travaille très fort dans le Vieux-Québec pour que les commerces fonctionnent bien, pour traverser la période difficile qu'on vit en ce moment. Entre autres, le conseiller Pierre-Luc Lachance au bureau de la mairie. Je le connais pas. Ok, tu connais pas? Non. Pas, ok. J'ai essayé de m'impliquer au niveau municipal, plus personnellement, au niveau résidentiel, là, pour voir un peu comment ça fonctionne, pour essayer d'avoir un peu un impact sur certaines décisions. Puis c'est pas fait pour moi vraiment, je suis pas encore rendu là. Ok, mais c'est J'ai ça. besoin Est-ce de qu'une plus carrière de en politique, on verrait Antoine? Je peux pas trop de conversations, pas assez d'action. Je peux pas m'impliquer là-dedans. Je perds patience. C'est mauvais pour ma santé mentale. Je laisse ça à d'autres. Mais entre autres, ici dans le Vieux-Québec, il y a plusieurs commerçants qui sont très impliqués. Entre autres, M. Jean-François Barré ici, au propriétaire de Murphy's et puis le Saint-Alexandre. C'est un genre de compétition pour moi, si on veut. En même temps, moi, je vois pas ça comme la compétition. Tous les commerces qui opèrent sur Saint-Jean en ce moment, on est en collaboration. Ouais, c'est Tous ça. ensemble, on On crée voit des une propriétaires qui viennent effervescence. souper chez toi ici. Exact. Ouais, On ouais. s'encourage chacun un l'autre. On mange dans les restaurants des autres. Puis ça crée un momentum. Ça crée une activité. S'il y en avait juste un, il n'y aurait personne ici dans les rues. Il faut que tout le monde donne du sien, même si on fait pas beaucoup d'argent, même si on travaille fort, puis c'est décourageant un peu. On est là, on garde la rue en vie. Puis il y a des gens comme M. Barré, entre autres, puis il y en a d'autres ici sur la rue aussi là, qui s'impliquent au niveau de la Société de développement du commerce, de la rue Saint-Jean. Ils ont fait des pressions pour que la rue soit piétonnière sur des plus longues plages toute la semaine, 7 jours par semaine, de 11h le matin jusqu'à la fin de l'après-midi, jusqu'à 11h le soir. C'est un peu contraignant pour les livraisons de marchandises, tout ça, mais en même temps, c'est tellement meilleur pour l'achalandage. Puis c'est ça. Donc, je ne m'implique pas dans
dans les procédures municipales. Pourtant, tu pourrais, t'es tellement un féru de politique. Exact, mais j'ai pas la patience. Ça va venir avec le temps, Antoine. Ouais, mais quand même, je survole de loin, tu sais, je me tiens quand même au courant de ce qui se passe. Puis, c'est ça. Puis maintenant... J'encourage ceux qui y prennent part. L'une des dernières questions, Antoine Paquin, entrepreneur Antoine Paquin. L'avenir. Dans un écrit du Soleil, il me semble, ou d'un article de MSN, tu disais que quand tu es arrivé venant des Laurentides, passant certaines fins de semaine à Montréal, quand tu es arrivé à Québec, tu as senti un moment qu'il y manquait d'ouverture. Tu as même utilisé des termes un peu plus durs, coup rouge même, à un certain moment. Un peu, tu sentais qu'il y avait une ambiance et toi-même, tu es issu de la communauté d'accueil. Aujourd'hui, on se parle près de 20 ans après tes études universitaires. Je commence à donner ton âge, là. Mais Antoine, on voit, on rentre aux yeux bleus, on va au casse-croûte chez Gaston. Tu as des employés issus de la diversité, entre autres un de ceux qui a concocté ton menu, entre autres un de tes chefs, tu pourrais nous en parler, est issu de la diversité. Pour toi, quelle est l'importance de la diversité pour Québec, surtout en contexte de pénurie de main-d'œuvre et apport culturel pour la ville? J'ai appris beaucoup de la diversité. Je viens d'un village où il y avait 2 Noirs dans mon village qui étaient frères et sœurs. C'est dur de pas associer les Noirs à ces deux-là quand c'est tout ce que tu connais. Mais en arrivant à l'université, j'ai rencontré beaucoup d'Africains, quelques Haïtiens. Captain Black. Ouais. Des Européens, j'ai rencontré beaucoup de gens de partout à travers le monde. J'avais eu aussi quand même une bonne immersion à Montréal. J'ai travaillé dans le West Island, j'ai travaillé avec beaucoup de gens marocains, libanais, grecs. Déjà en contact, là, ouais. Mais à l'université, ça a été vraiment plus une immersion pour moi. Puis j'ai appris beaucoup, la culture africaine, entre autres. Qu'est-ce qui t'a fait dire que tu sentais que Québec n'avait pas tant d'ouverture comparativement aux autres places que tu étais passé, là? Ben, je te dirais... C'est quand tu rentres dans une société d'État, tu voyais pas de gens... C'est assez facile à observer quand même. Okay. Surtout quand tu côtoies des gens qui subissent ça ou qui... Des fois, on l'entend aussi, c'est plus sournois qu'on pense quand même, les préjugés. Il y a beaucoup... Qui veut être raciste aujourd'hui? Mais toi, là, quel tu pourcentage? Dis que chez Gaston, c'est un endroit où ce que... Inclusif, exact. Tolérance zéro sur racisme, homophobie et sexisme. On veut pas de blagues mal placées. C'est pas une question, là, regarde, là, rappelle la police, c'est dehors. Non, c'est juste, écoutez, monsieur, ce genre de propos-là ici, on aime mieux s'en passer. Là. On n'est pas, ça crée des malaises. Et est-ce que tu sens qu'à Québec, ça change? Parce qu'en tout cas, dans tes commerces, toi, t'es comme un des... Mais c'est comme j'allais dire. Un des modèles, là. Il y a personne ne se qualifie, ou peut-être 1%, même pas de la population, va se qualifier de raciste. Personne ne veut être perçu comme un raciste, ou veut l'être à la limite. C'est plus sournois là, que ça. Là. Tu comprends? Puis à Québec, ben, je dirais que officiellement, oui, on n'est pas. Il n'y a pas de discrimination comme officielle, il n'y a pas de discrimination dans la loi, whatever. Mais c'est clair qu'il y a une culture le racisme systémique, je sais pas, ils appellent ça comme ça, là, mais oui, il y a une culture de racisme ici, qui est souvent c'est de l'ignorance, c'est de l'incompréhension, mais en même temps, ça existe. Puis moi, j'aime ça, comme ici, entre autres, dans mon bar. J'aime vraiment que des gens arrivent de Toronto, de Montréal, d'autres villes dans le monde, cosmopolites. En entrant, ils voient un cuisinier là-haut, une DJ haïtienne qui a vraiment l'air d'une reine africaine. Je trouve que ça... T'as des gens de l'Afrique du Nord également qui... Je trouve que c'est bon de projeter une image d'inclusion. Superbe. Puis, il y a tellement en plus... c'est sûr que c'est plus difficile, des fois, j'imagine,
de trouver du travail pour beaucoup de gens à Québec. Ou est-ce qu'il y a une genre de... inconsciemment, une résistance engagée? Même Fait que en je me période dis, de pénurie d'emploi, les gens, ils ont cette Je sais pas. réticence, Je sais hein. pas. Mais toi, tu l'as pas, en tout cas. Non. Ça, c'est Au clair. contraire. Antoine, écoute, on fait une entrevue magnifique avec toi. Le mot de la fin. T'aurais-tu un CV, justement? T'as pas un Ouais, CV à me écoute, laisser? moi, J'ai si- besoin d'un autre, là, Un au bord autre. de la rue Saint-Jean. Ben écoute, l'été prochain, on va venir tourner notre saison à Québec, ça serait pas pire. Avec un look comme le tien, je vais faire une fortune. Avec un redresseur de casse-croûte comme toi, je devrais me lancer en... Je vais te redresser, moi. Ouais, ouais. On va redresser quelques casse-croûtes. Alors, Antoine, le mot de la fin, tu remercies les gens qui viennent manger, tes clients, tes partenaires d'affaires. Alors, et tes remerciements à la toute fin. Je tes amis remercie de l'Université tous nos Conjointe. clients, tous les gens qui nous encouragent, parce que, comme je le répète souvent, ce qui fait la qualité de ces deux entreprises-là, en partie, c'est la qualité de la clientèle. Vraiment. On essaie d'être gentil, on essaie d'être accueillant, on essaie d'être au service des clients puis de les faire sentir vraiment importants, mais ils nous le redonnent au simple, au double même. Les clients, vraiment, toute la bonne rétroaction qu'on reçoit, tous les bons commentaires qu'on reçoit en ligne, toutes les belles paroles que les gens nous disent en quittant. Tantôt, il y a 4 jeunes filles qui sont venues ici, qui étaient en petit week-end de filles à Québec, sont revenues avant de quitter, tantôt, Ah ouais, vers 14h, cool, juste pour nice. nous saluer, dire merci encore pour hier, c'est tellement le fun. Quand Ben, on je pense repasse à que Québec, le c'est sûr qu'on va burger, revenir là. ici. Ça, c'est la meilleure paye. Superbe. Je continuerai à travailler bénévolement encore ici un bout Bon. pour ce genre de rétribution-là, ouais. Donc, merci à tous. Excellent. Puis, Antoine, je sais que toi, l'environnement, c'est hyper important. Tu as fait un geste vraiment apprécié de tes partenaires d'affaires, de la clientèle. Je pense que le prochain article du New York Times, ça va être le redresseur de casse-croûte en voiture électrique. Donc, Antoine, on te remercie pour ce que tu fais pour la région de la capitale nationale. Nous autres, on vient l'été prochain, puis on va être dans ton nouvel hôtel. Vous êtes chez vous ici. Bon, Vous êtes chez vous. Tigidou. Alors, messieurs, dames, nous étions avec cet entrepreneur très en vue dans la capitale nationale. Oui, propriétaire de chez Gaston, le casse-croûte chez Gaston en Basse-Ville. Également, propriétaire du bar mythique Les Yeux Bleus sur la rue Saint-Jean à l'intérieur des portes. On vous invite à le suivre sur les réseaux sociaux et surtout, allez lire cet article du New York Times. Vous allez voir, si vous avez 36 heures à Québec, c'est un arrêt obligatoire. Maintenant, il y en a 2. Casse-croûte chez Gaston et le bar Les Yeux Bleus. Merci! Mesdames, messieurs, écoutez, vous avez été avec nous depuis avril. Et maintenant, dans cette aventure Coconut Podcast sur la route qui nous a amené à visiter 4 fabuleuses régions du Québec. On s'est rendu dans les Laurentides. Par la suite, l'Abitibi, Témiscamingue. On s'est déplacé jusqu'au Saguenay-Lac-Saint-Jean. Et aujourd'hui, on termine notre aventure de Coconut Podcast sur la route été 2020 dans la région de la capitale nationale. On a eu la chance d'apprendre des langues autochtones. Pour vous dire merci, on a appris à dire Chinashkomitin. On a appris à dire Miigwech. Et surtout, on a rencontré des personnalités incroyables. Messieurs, dames, on vous invite à nous suivre sur les réseaux sociaux et surtout, on vous attend à la rentrée cet automne pour un Coconut Podcast qui va vous en mettre plein la vue. Sur ce, merci à toutes les Québécoises et Québécois et gens de la francophonie qui nous ont suivis. Et sur ce, comme j'aime bien vous dire, à la prochaine!